J'ai Bébert, heureusement. Pour moi, vous reviendrez jamais. Écoute, écoute. Il entend quelque chose, c'est vrai. Chut, chut. Un train poussif, loin encore et plein de fumée. Chut. Ce doit être le Berlin-Rostock. Depuis 8 jours qu'il est annoncé, mais les billets, je demande autour. Il n'y a plus de billets, plus de guichets. On monte comme ça. On paiera plus tard, qu'ils disent. Mais on monte comment? Là, maintenant, on le voit, ce tortillard. Il est tout en bois, 5, 6 wagons. Tout hérissé, vous diriez, par tout ce qui dépasse des fenêtres. Des chenilles sont ainsi, hérissées. Là, vous voyez tout ce qui dépasse, 100 bras, 100 jambes et des têtes et des fusils. Je connais des métros à craquer, des trains si combles que vous y glisseriez pas un doigt, mais là, ce tortillard est si bourré, si hérissé de jambes, de bras, de tête, que vous êtes forcé de rire. Tout ce qui lui dépasse des carreaux, il s'approche. Pshit, pshit. Mais c'est pas tout. Immédiatement après la loco, une plateforme, un canon et des artilleurs. La Vigue, je te jure, attends-nous, t'as Bébert. Chut, chut. Le dur est taqué, il va repartir. Je dis il est plein, pas que des bras, des jambes, des têtes, je vous ai dit encore une. Et puis une autre, comme endormie, une autre, les yeux grands ouverts, fixe. Ce train avait dû être criblé, je crois, dans l'air, là, dedans. Ça se plaignait fort, mais doux. Pas que des têtes, des bottes, des griffetons, sûrs, et des civils. C'était pas à trouver une place, peut-être, essayer le tender. Je l'avais vu vide, on parle monte. Ils sont 2 Fritz mécaniciens. Je leur montre notre permis pour Rostock. Mais ils doivent charger ici même tout leur tender, 6 tonnes de coke. Ils nous montrent maintenant, tout en queue, une autre plateforme qu'on vient d'accrocher. L'anti-aérien, il paraît. Peut-être eux voudront nous prendre. Nous fonçons. 5. Ils sont sur cette plateforme. 5 artilleurs Luftwaffe. Plusieurs centaines de femmes, enfants et militaires s'agrippent au rebord et aux roues. À l'assaut. Tous ont des papiers et tampons et les agitent. Et des biberons et des bébés. De ces assaillants, il y en a qui ont vu passer 4 durs. 1 mois à quai. Se sont fait casser 10 fois les doigts. Personne a jamais tenté d'ouvrir un wagon, trop bourré de tout, blessés, voyageurs et cadavres. Impossible de les détacher, trop agglutinés, emmêlés. De la plateforme, les 5 artiflots se défendent, à coups de piquets, de mines, flach, bring, sur toutes les mains qui se présentent. Wesh, si ça hurle! Les servants sont bien placés pour se défendre. Oh, bring! Les assaillants peuvent supplier. Bitte, bitte, Luftwaffe, hier! Armée de l'air, à moi! Brassard Croix-Rouge, défense passive de beson. Je leur crie, je leur montre, brassard, tampon, papier. Reichsbewohl. Ces brutes savent pas lire. Si, un sait. J'insiste, qu'ils se rendent compte. Je lui force sous le nez, l'aigle, il voit. C'est pas un permis ordinaire, il me fait. Tous les 3, Halle 3. Lui qui commande la plateforme. Nein, nun uns 2. Seulement nous 2, je lui montre, il lit, moi, il regarde encore, ce tampon, l'aigle, la croix gammée. Gut! Qu'on monte. Il accepte, mais par l'autre côté, l'autre remblai, il y a déjà 3 inconnus, l'autre bord, qui doivent aussi être des spéciaux. Oh, hiss! Du coup, on grimpe tous les 5, maintenant, advienne que pourra, on est presque dépannés. Bien par mon initiative, et le brassard, et le tampon. Il devait être sous-officier, celui qui a lu, il me semble, pas de galon à voir. Tout barbouillé comme les autres, graisse, essuie, forcé, toute la fumée leur rabat dessus. Ils ont bien voulu nous prendre, on s'est imposé, les autres. Bitte, bitte! Pas fini de se faire broyer. Ils monteront jamais, jamais. Ceux des wagons, c'est pareil, ils ont dû se faire prendre dans les portes ou dans les carreaux cassés ou écrasés contre un ballast. On voit que des jambes nues par les fenêtres. On a sûrement pris les chaussures d'une station à l'autre. Ou c'est des morts, toujours, il ne remet plus. Ce tortillard a bien 6 wagons en bois, plus les plateformes, la dernière classe, sûre. Il devait être au rencard quelque part. On l'a remis sur les roues. Je demande aux autres d'où il arrive. De Berlin direct, avec les blessés des derniers bombardements. On évacue, on évacue. Bien sûr, il en meurt en route. On en laisse à chaque station, à grand-peine, on les extirpe. La preuve, ce tortillard fait drôle, tout hérissé de guiboles nues, de têtes et de bras morts, et aussi de fusils coincés entre les vitres et les portières. Tout ça pour Rostock. Ils ont de tout là-bas, il paraît. Surtout pour la chirurgie. Ce train est déjà plus que bondé. Il ne s'arrêtera plus nulle part. Rostock direct. On en sait des choses. Le
L'hôpital, là-bas, je croyais pas beaucoup. Une façon de se débarrasser, d'envoyer pourrir plus loin. Bien le genre allemand. Pas d'infirmier, pas de médecin. Moi, j'étais là. Moi, mon brassard. Je pouvais peut-être aider un peu. Ah, kein Zoom. Ah, pas la peine. Ce sergent devait savoir ce qu'était pas la peine. Les artilleurs avaient cassé au moins 100 mains. Et hardi, toujours d'autres à s'agripper à chaque station, au piquet de mine. Il y avait eu un wagon de pris et écartelé, éventré. Plein de vivants en étaient sortis, qui étaient couchés sous les autres, sous l'amalgame. Le sergent me renseigne que ce tortillard est plein de faux morts, resquilleurs et resquilleuses, qu'on saisit de profiter de la chance, quitter Berlin, qu'il verrait là-haut, à Rostock, qu'on y mettra ordre à Rostock. Je veux bien, mais pourquoi on ne part pas? Le coke à prendre, pardi, tout un tender, et l'eau. Plus de chef de gare, ni de cheminot, le mécanicien fait tout lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Russes? Le sergent sait pas. Il sait que le télégraphe marche plus, ni le téléphone, ni la plaque tournante. La ville, paraît-il, est vide. Les Russes, personne ne les a vus. Alors, une chose. Rostock direct, sans arrêt. Puisque tous les wagons sont pleins qu'on ne peut sûrement plus prendre personne, mieux brûler les 7, 8 stations, brûler, façon de dire, 20 à l'heure. On verra en arrivant ceux qui peuvent sortir. Les autres, on fera ce qu'on pourra. Paraît-il, ils ont des infirmiers là-bas et des brancardiers, en allant doucement, les plaques tournantes et les signaux, à la main. On mettra 5 heures. On ne peut pas plus avec le coke. Il y a à peine de neige. Pourtant, nous sommes en novembre. Une poudre, c'est un drôle d'hiver. Il fait froid, mais juste -5. Il paraît que ça viendra d'un coup. Là, voilà, le mécanicien nous fait signe. Il a tout son coke. Nous sommes prêts aussi. Personne n'a pu escalader, sauf les 3 là, qui étaient installés avant nous. À réfléchir, l'autre plateforme, celle de tout de suite après, le tender était moins enfumé que la nôtre. La fin du train qui prend le plus de suie, mais c'était plus question de changer. Les repoussés de la plateforme pleurent encore, gémissent, implorent. Ils n'ont pas fini. Ils attendent le prochain convoi. Chut, chut, on part. Au revoir, Levig. Tu bouges pas. Si on peut passer, on revient tout de suite. Le train nous emmène. D'abord, tout doucement. Et puis brutalement. Tout de même, cette voie est meilleure. Il y a des cailloux. Il y a des tas de cailloux, il répare. Nous nous sommes installés, bien sages. Nous avons à réfléchir. Plus d'arras, plus de cract. À nous, maintenant, de nous débrouiller. Nos 2 soldats mouftent pas. On verra à cette station. La station avant Berlin. Il y a un peu d'avions en l'air, mais qui s'occupent pas de nous du tout. On passe, on ne s'arrête nulle part. Débarquement, gare ou dépôt. Nos 2 soldats ne nous parlent pas. Sûr, ils ont l'ordre. Avec Arras, il parlait. Voici bien 3 heures que notre train roule. Il a sifflé, peut-être à chaque station. Ah, nous voici, une plateforme. Nous devons y être. Le plus vieux des 2, Fritz, nous fait signe. Oui, oui, ça va. Nous descendons. Le sentier le long de la voie, que le. Ce n'est pas pénible, mais sommes-nous loin de cette gare Anhalt? Je demande. Ach, nein. En effet, voici des bicoques, un faubourg. Bien endommagé, ce faubourg même. Très embouilli, il fume. Enfin, 2 maisons sur 3. Ils doivent être accoutumés, 2 maisons sur 3. Nous en avant, la queue leu. Ah, on arrive. Ah, je la reconnais, la gare Anhalt. C'est quai en petit quadrillé. Seulement la ferraille bien plus tordue que la dernière fois. Je veux dire là-haut, la verrière, la géante voûte. Il en tombe tout le temps des bouts. Toc, toc. Ça n'arrête pas. Une pluie de bouts de verre. Sur les quais, les gens et les trains, tout couverts de ricochets d'éclats. Pourtant, quel monde! Nous, notre quai, l'express pour le sud, est déjà comble, comme la navette pour Rostock, mais celui-ci est en vrai wagon, haut, large. Les gens, cependant, sont tassés debout, aussi encaqués que dans l'autre. Il n'est pas question que nous puissions, nous là, pourtant bien plus maigres, nous faufiler, insérer, nous pourtant très compressibles. Nous venons le long de ce train. Ah, un wagon a pas l'air tellement occupé. Nous nous demandons, il n'y a pas que nous, il y a une foule qui voudrait savoir s'il y a encore des fois une place, 2, de tout, militaires en casque, en béret, femmes et enfants. Non, il n'y a pas. Alors, d'un coup, rien ne va plus, ça hurle, les assaillants s'agrippent à tout.
Je vois des Feldgrau qui se démènent, cavalent d'une porte d'un bout à l'autre du couloir, essayent qu'ils décrochent les fenêtres, parlementent, commandent, saluent, expliquent que c'est le wagon spécial Sonderzug Wehrmacht, qu'ils ont qu'à regarder l'écusson, l'aigle et le fanion au bout. S'ils y répondent, bordés d'insultes et pires menaces. La plaque OKW alors, ils l'arrachent au flanc du wagon, ils l'emportent, ça aurait pu durer longtemps. Prenne comme une explosion, c'est une des grandes vitres du wagon qui vole dans l'éclat. Un pavé, un autre, une autre vitre, et le carreau de la porte au bout. Ils ouvrent, ils ont la poignée, ça monte à l'assaut, tous les hurleurs de la plateforme. Beaucoup qui se vantent d'avoir vu l'anarchie allemande. Ils mentent, ils étaient pas là, nous on était, pas pour rire. J'ai vu bien des choses, mais l'Allemagne en furie nihiliste, vous oubliez pas. Tous les mécontents et leurs mômes et les nourrissons dans les bras à l'assaut du Sleeping Wehrmacht. Si ça se bouscule, tout le compartiment, méli-mélo, plein d'officiers en pyjama, soldats, nourrissons, mémères, si ça s'empoigne, tout le couloir, les couchettes vite prises, les pères crimpent avec, tout ça s'engouffre. Ils seront bientôt plus tassés que dans notre tortilla Rostock. Grand-père et grand-mère, à présent, quelle langue? Patois. Un me dit ils sont finlandais. Ils devaient venir à Zornhof, eux, ceux que nous attendions. Ils y vont plus. Ils veulent pas de Berlin. Sud qu'ils veulent aller. Le premier train, le dur pour Holm. C'est celui-ci. D'où qu'ils sont là, tous à l'assaut. Pas que des Finlandais, des Lettons, des Estoniens et des Danois, du Friedkorps. Ceux-là, n'est-ce pas, je devais les retrouver plus tard, bien plus tard. Mais là, pour le moment, je vous raconte cette anarchie gare Anhalt. Ils veulent qu'une chose. Les couchettes, et virer les huiles, sortir les officiers tout nus, balancer leurs uniformes par les portières et les armes avec. Et les bottes. Ce sport, tout ça vire, vole loin, et si ça jure, tout le compartiment, et les menaces, les officiers comme ils sont en pyjama, contre toutes ces rombières furieuses qui cassent encore des carreaux, sont forcés de se lever, de sortir, courir, rattraper leurs culottes. Le grand compartiment du milieu est occupé par un gros chauve à monocle en robe de chambre. On lui a cassé sa porte. Ils se sont engouffrés au moins 15 à s'installer sur les sofas et ses 2 lits. D'autres hurlent plein le couloir. Ce gros chauve s'oppose, mais il ne peut pas. Son uniforme vole par la fenêtre et son manteau et ses bottes et sa casquette. Les mômes s'amusent vite à la mettre et la déchirent. Tous les voyous de la plateforme. Et l'uniforme, la nuque, la tunique surtout, la croûte de décoration et le sabre. Qui c'est, lui? Un Allemand, me le dit, pas un général, un maréchal. Quel? Von Loeb. Ce nom me dit rien toujours. Il veut aller à Holm. Tout le wagon d'abord. Tout ce train veut aller à Holm. Et toute la foule de la gare partie. C'est le wagon le pire. Le couloir en bout de verre. Les plateformes aussi. Il n'y a pas à se défendre. Comme Kroller, c'est pire que le métro. Et si on piétine les éclats, plus la ferraille de tout là-haut, de la géante voûte. Le maréchal veut s'en aller et sortir du couloir. Oh, Balpo, les femmes s'opposent, il ne passera pas. En plus, elles veulent ses pantoufles. Il résiste. Ach, nein, nein! Elles lui sortent de force des pieds. Maintenant qu'il a une nu-pied, ses officiers se sont sauvés, eux, avec leurs pantoufles. Ils voient leur maréchal descendre. Ils se précipitent à son secours, le portent, et ils le portent. Si le train se marre, le maréchal au pavois tout le long du train, Heil, Heil, il se fait traiter, von Loeb, Schwein, Schwein, le curieux, il répond très aimablement, Schwein, Schwein. L'ovation des voyageurs, cochons, et par des graves gestes de tête et des bras, il doit être sourd. Ils sont au moins 10 à le pavois, et plus loin que la coque, 1, 2, 3 énormes tenders. Pas le petit tortillard navette, le vrai costaud dur, cette locomotive, une usine, fusante, pouffante, de fumée âcre et de jet bouillant, pas à s'approcher, mais les officiers porteurs sont au moins 20 à présent, von Loeb au pavois, triomphal. Ils lui donnent à agiter le fanion et la plaque de leur wagon OKW, commandant suprême Wehrmacht. Le mécanicien leur hurle. Je comprends. Ça va, montez. Il doit savoir qui ils sont, qu'ils ont été expulsés de leur compartiment. Holm, notre terminus. Par Leipzig, il me semble. Je ne suis pas sûr, on verra. Peut-être rien de vrai. Qu'ils vont nous perdre dans une prairie. La répétition de Rostock. Nous avons des tempéraments à supporter bien des choses, et nous avons fait nos preuves, je pense. Je leur demande aux deux, là, Lily et Lavig, ils sont d'accord. On est redevenus debout par à coup des autres, plutôt par les chaos, je crois. Voilà bien 2 heures que nous voyons passer des arbres.
Nous ne sommes pas à réclamer, les autres qui se plaignent, nous trois et le chat, ne réclamons rien, peut-être plus que l'habitude d'être malmenés, projetés, eu à dire, oh mais, il me semble, je voulais pas croire, un quai et Leipzig, en grandes lettres rouges, bien, le train va doucement, oui, ça y est, mais d'autres pancartes, défendu de descendre, Verboten, et des gendarmes tout du long. Je vois que nous étions attendus, des demoiselles avec des brocs, pleins. Elles font la chaîne, nous offrent aux fenêtres, plus de carreaux, au vide des portières, c'est du bouillon, ça pourrait être quelque poison, un méchant breuvage, non, il semble pas. D'autres en boivent, ça va, mais l'écart, il faut des quarts, tout est prévu, et boules de pain, d'autres brocs pour les mères et mômes, lait, milk, biberons, les biberons d'abord, tout le wagon tête, les mères plus vite que les bébés, glou, sans-tétine, encore un autre broc, d'autres jeunes filles foncent, Croix-Rouge, celles-ci apportent tout ce qu'elles peuvent, panade, marmelade, que ces pauvres mères baltes et enfants aient plus à chialer, tout le wagon en veut, milk, le principal, personne n'a bougé, personne n'a fait le saut, bien respecter les pancartes, Aussteigen, Verboten. Maintenant, je crois que les locaux, pouf, oui, la suie. Et pas qu'un peu épaisse, si épaisse. Le quai en est caché, aussi le demoiselle Rotekreuz. Les gendarmes, nous trois même, on se tient par la main. Le train a démarré, nous voyons plus. On serait séparés par les contre-secousses des corps. Ils beuglent les corps, les bébés dessous. Oui. Et les pères, les grands-pères, donc, toutes ces langues. Le dur s'en fout, on fonce. En pente, je crois, déjà assez loin, on devient express. Entre deux jambes à la fenêtre, je crois, je vois le remblai. Il y a moins d'ongles dessus, mais les yeux me brûlent, oui, et des arbres et des rochers. Souvenir, ça avait dit. Vous passerez sous les monts Eifel. Nous devons y être, Eifel ou Taunus. En tout cas, nous sommes en descente. Ou peut-être sous un autre massif. Harz, pour accélérer, je crois que ça y est, Eifel ou Taunus. Je saisis un peu ce qui se dit autour, des Lituaniennes qui parlent calmement, les autres femmes lettonnes, finlandaises, le principal que ce train arrive et qu'on n'étouffe pas sous le tunnel. Ça se pourrait, ça serait peut-être voulu. On ne nous demande pas notre avis, pas plus que pour Rostock-Berlin, qu'on se trouve momifié, enfumé au bout du parcours encaqué, alors, bien sûr, en tout cas ça file, ça va, comme en roue libre, je crois. Tout le bastringue s'engouffre, vous diriez, avec le tonnerre, en même temps, une voûte, une autre. Je vous parlais de suffocation, aussi brusque, brutale, tout freine, crisse, patine, en queue, en avant, choc et contre-choc et encore. Mais pas que des chocs, des bombes, les vrais. Un chapelet, deux, ils attaquent le bout de notre train arrière. Heureusement, nous sommes sous le tunnel. Ils ont le bonjour, broum encore. Une autre dégelée, peut-être sur les derniers wagons. Je regarde notre train. 3 fourgons. Je vois que d'autres trains arrivent, le long d'autres plateformes, et encore d'autres. Des trains de 3 fourgons comme le nôtre, 3, 4, 5. Des Volkssturm les ouvrent, plein de gens comme nous, aussi abrutis, grimpent sur les rebords. D'où viennent ces gens? De partout, restifsés, des ouvriers, des bureaucrates. Le grand rendez-vous donc, au Dort. Nous y sommes, cette gare sans pancarte. Je ne sais pas si vous savez. Encore autre chose. Après le général Svoboda, c'est moi le second. Certainement, Restif. Après lui, moi. Alors, faut s'aller voir le travail. Je veux bien voir n'importe quoi, je suis prêt à tout, Restif. Mais vous m'aiderez. Rien à vous refuser, cher ami. Maintenant, vous allez voir le juif. Moi, il sait. Depuis longtemps, il sait. Faut regarder-le. Là, il me montre. Un homme à barbiche poivre et sel. Teint foncé, très très olivâtre. Le nez à effet busqué, comme le regard noir, à effet aussi. Ça devait être comme ça au Balkan. Généraux fardés, nés d'autorité, je dirais, arrangés chirurgicalement, heureux qu'on n'ait plus la vigue, il se voyait doublé, il faisait un coup de sang. Que je vous raconte cette salle d'attente. Ils avaient fait de l'ordre, 4 fauteuils et 4 tabourets, c'est tout. Le général va s'asseoir, il me tend la main, cordial, je dirais presque sympathique. Il a de l'accent, je dirais plutôt l'accent russe que balkanique.
naturel roulant, chantant, pas guttural, pas du tout, turc. Je vous prie, madame, tout mon respect, et vous, docteur, mon amitié, nous allons parler à côté. Ici, n'est-ce pas, tous ces trains, ces gens, ce bruit? Vous venez avec nous, Restif. Nous le suivons. Je le vois de dos, grand, maigre, et presque bossu. À côté, c'est un bureau, des classeurs, un fichier, 4 fichiers. Le téléphone sonne, il répond. Juste « Ya » que des « Ya ». Et puis « Nein » il raccroche. Il lit un papier, il parcourt, marmonne, il ôte son monocle, à nous. Docteur, n'est-ce pas? Restif vous a dit, Restif c'est tout. Je veux qu'il sache, il doit savoir. Si je m'absente, je veux quelqu'un pour répondre. Vous me comprenez? Ici, je commande cette gare et les trains. Mais là-haut, d'en haut, au bout du fil, on me commande, moi. Je reçois des ordres, toujours. Quelqu'un ici, n'est-ce pas? Responsable. Oh, je vous comprends, général. Il faut quelqu'un ici, toujours. Je ne suis pas longtemps absent. 5, 10 minutes, je dois, il faut. Les avant-postes. Je devais avoir l'air abruti. Ce qui me faisait dodeliner, c'est pas ce qu'il disait, c'était son képi. J'ai vu des revues un peu partout depuis les bouffes. 1000 opérettes à grand spectacle. Jamais vu des képis comme lui, si haut, si brodé que le sien. Or, argent, verdure, on peut dire le képi tiare. Le général me voyait distrait, il tenait à ce que je sache qu'il s'absentait très souvent, surtout la nuit. Il voyait tout, lui-même, les avant-postes. Tous Foxturm aux avant-postes, vieux indolents imbéciles. Vous avez raison, général. Restif me clignait pas de l'œil, mais il tapotait le plancher un peu, ça voulait dire « Faites attention !» Bien, il y avait des dessous, je les saurais les dessous un moment. Le général se lève, lui et son képi. Siegfried à Holm, c'était son casque à chenilles rouges et blanches et sa redingote d'époque. Là, Svoboda, son képi tiare, sa dégaine Méphisto de choc, était pas oubliable non plus. Donc, Svoboda nous a prévenus. Au revoir. Il s'en va, on entend sa voix dehors, il parle, Restif écoute, plus rien. Docteur, maintenant à mon tour. Il se lève, il va à la porte, il l'ouvre. Plus personne? Non, il revient. Docteur, vite. Vous devez vous douter, toute cette gare ici n'est qu'un piège. Tous ces gens des trains sont à liquider, ils sont de trop. Vous aussi vous êtes de trop, moi aussi. Comment savez-vous? Docteur, je vous expliquerai plus tard. Maintenant, il faut vous attendre. Vite, ça sera fait cette nuit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de place dans les camps, et plus de nourriture, et que dehors, ça se sait. Dehors où? En Amérique. Qu'ils n'ont plus de place dans les camps, il me fait rêver à Tsornov, à la Rostock. Oui, mais les Russes. C'est vrai, il y a les Russes, on en parle toujours, on les voit jamais. Restif est très renseigné. On doit les arrêter ici même à Hanovre. Le général Svoboda a servi longtemps chez les Russes, il les connaît. Alors, ça va se faire vite, c'est pour cette nuit. Vraiment? Pas les Russes, nous. Je connais l'oiseau. Je comprends pas encore, il m'indique. J'aurai qu'à regarder, me taire, Lily aussi, et puis nous sauver. Avec lui, le suivre. Lui et ses hommes, son commando de choc, eux savaient. Je saisis toujours pas, enfin un peu. Je sais que Restif parle pas pour rien. Tous mes respects, madame, docteur. Vous pouvez dormir, vous devez avoir sommeil. Vous, Restif, vous m'attendez. Là, vous savez, au téléphone. Je vais m'allonger 1 minute. Si on appelle, secouez-moi. Je dois retourner aux avant-postes dans 1 heure. Je me réveillerai. Chacun son tour, n'est-ce pas? Vous irez dans 2 heures. Vous prendrez ma montre. On y voit un peu dans ce bureau, mais pas très. 2 grosses lampes à même le plancher. Le général s'allonge sur la paille, il se déshabille pas, il garde son képi, même il se l'enfonce par-dessus les oreilles. En bonne nuit, bien. Nous nous allongeons aussi. Bébert est pas sorti de son sac. Maintenant, on lui ouvre un peu, qu'il passe la tête. Le général a annoncé qu'il allait dormir dans la salle d'attente. Ça jacasse, ils sont beaucoup. Combien? Eux ont pas de paille, ils pourraient venir nous demander. À peine j'y pensais. Un est là, un passe par la fenêtre. Et puis 2, 3, des hommes restifs. Je les avais pas vus enjambés, ils sont là, 10, 12. Je comprends pas, mais j'entends. C'est tout, je comprends. J'ai pas vu, mais j'ai entendu.
que je vois, ils ont pas fini de l'étouffer. Restif me montre. 2 giclées, des 2 carotides, son scalpel fin, courbe, en faucille. Je peux voir, oui, mais le sang. Il a pas fait de bruit, mais du sang jusqu'à la porte et qui passe dessous. Les autres vont voir. Restif verse pas de temps, il saisit le képi, la tiare à broderie, la décolle des cheveux, il se la met, et il nous stimule. Allez, allez, roupillez pas! J'avais pas entendu sonner le téléphone. Restif saute. Ya! Il raccroche. Je crois que c'est le moment de lui obéir. Nous autres par ici. Il me montre par là, par la fenêtre, enjambé, et traverser la plateforme, et puis les rails, la voie. Il ne doit plus y avoir de route. Sie sind Franzosen, vous êtes français. Il y a des gens à travers ces rails. Restif a le moral. Un qui se lève, une forme, qui veut nous empêcher de passer. Piaf! En pleine tête. Tous les autres hurlent, et ceux de la gare, après nous. Mort d'horreur, assassin! Ils ont pas fini, saloperie. Docteur, attention. Qui est-ce qui vous a dit Restif? Mon petit doigt, docteur. Je vous expliquerai plus tard. Maintenant, c'est faire vite, que je parle au Volksturm. Je serai pas long, je reviens, je vous reprends. Ah, les ordures, ils seront servis. Il veut dire les gens de la gare. Assassin, mignon, attendez, docteur, retenez tout. Plus un qui restera, pas un, 3 trains blindés pour eux. Les Fritz ont plus qu'un Messerschmitt pour eux. Je comprends pas. Tous au phosphore. Assassin qu'avait pas passé. Lui, je l'avais vu, qui travaille assez froidement. Ils l'avaient mis en colère avec assassin. Je reviens, docteur, vous attendez. Je vous appellerai, je vais au Volksturm. Il part, je crois par un sentier à droite, dans le noir, il risque. Et il a l'air de connaître. Je veux bien, mais il fait pas chaud. L'heure, à peu près 3 heures, je crois. On l'attendra. Je cherche à voir la gare, je vois des formes. Je dirais des formes plus noires que l'ombre. Pas le moment de nous montrer. Plat ventre, au contraire, nous. Lily, moi. Ces formes bougent, viennent de notre côté. Non, ce sont des gens assez loin, à droite et à gauche. Ils vont vers le haut. Vers où? Retrouverez Restif. Restif et ses hommes? Possible. Tout est possible. Je vais vous paraître déconner, mais c'est un fait. Tout s'est passé si brutal et si vite, si entremêlé aussi, qu'il n'y avait plus rien à comprendre. Peut-être plus tard, les chroniqueurs s'y retrouveront, mais là, dans la nuit, et il faut le dire, l'hébétude, je trouve. Je prétends encore aujourd'hui que ce fut une veine et un exploit de ne pas confondre la droite, la gauche, et de nous lever et de suivre ces gens. Allemands, Moldaves, Chinois, je chuchote à Lily. Suivons-les. Relevons-nous, allons-y. Mais moi qui ne suis pas l'hystérique, j'ai eu le sentiment là net que Restif avait pas menti, qu'on allait tirer sur la gare. Je ne savais pas d'où ni qui, mais que nous étions bons, nous deux, tels sur le ventre, dans la rocaille et le bébert, que nous étions encore bien trop près, que toutes ces formes, ces gens qui nous avaient doublés étaient avertis. Lily veut bien, bras dessous, bébert en musette, on se lève, on fait 3 pas, 6 pas, dans les herbes, une voix, Schnell, Kerl, schnell! Vite, des Allemands là en position, et d'autres, schnell! Qu'on se magne. Ils veulent bien qu'on passe, mais vite, au moins 4, 5, 6 mitrailleuses en position, tirées sur la gare, vers la gare, d'où venons-nous? Restif avait pas menti. Et, ragne! Toute la terre sursaute, pire comme fan, et l'air, là, ça y est, Restif avait pas menti. Broum! Et un autre, pas loin, on peut voir les feux des canons, rouges, verts, non, plus courts, des obusiers, tout sur la gare, on les voit maintenant, odorte. Elle est embrasée, comme on dit, des flammes hautes, et de partout des fenêtres, des portes, des wagons. Et proum encore, ils s'échapperont plus ceux de la gare, pas un. Restif avait pas menti. Mais où peut-il être? Les gens, là, que nous avons suivis sont partis où? Je vais pas vous refaire le pilonnage, ces coups au but. C'est tout sur la gare, vous savez, un de ces bras zéros. Maintenant, on voit bien, tout bien, les obusiers et les artilleurs, pas ordinaires, des canons courts. Ils ont pas de mal à pointer, c'est à 300 mètres, pas plus. Ces obusiers sont sur une voie, sur autant de petites plateformes, tout d'un train. Ces obusiers arrivent d'où? Ah, un autre bruit, énorme vacarme, chignole dans l'air, l'avion, le moulin à café. Restif nous avait bien prévenu, le Messerschmitt, nous connaissons le bruit. Par à coup, vous diriez l'effort à la main. Je fais à Lily, je fais pas, elle sait, encore plat ventre et bring, crac.
une mine, et l'éparpillement des éclats, le coup de grâce, pique sur la gare, nous pouvons un peu regarder, plus clair que le plein jour. Le train des obusiers démarre, leurs locaux au coke, les mitrailleurs aussi s'en vont, repli bagages, plus personne ne vient de la gare, qu'une très forte odeur d'incendie. Vous savez, partout la même, comme à Berlin, le roustis mouillé âcre, plus âcre peut-être, puisqu'on s'en tire, où on va aller. On reste plus que nous deux et Bébert, et des douilles de tout, de fusils, d'obusiers, et des bandes de mitrailleuses lourdes, et des éclats. Cette voie doit aller à Hanovre. Alors, suivre cette voie. Tiens, quelqu'un. Pas un fantôme ni une ombre. Un artilleur, un vrai. Je comprends, il vient fouiner, regarder s'il ne reste rien. Il tréfouille la gadoue autour avec ses doigts. Il n'y a pas besoin, je l'appelle. Hep, hep! Je lui montre, là, tout près de nous, les douilles. S'il y en a. Il a trouvé, il ramasse. Et dans sa musette, et une clé anglaise, il nous voit. Guten Tag, je lui dis et j'ajoute. Ça a bien brûlé. Ah, ja, sicher, es muss. Il trouve que c'est bien, que ça devait. Wo gehen Sie? Où allez-vous? Il me demande. Hanovre, Hanovre. Il doit savoir où est Hanovre. Il me montre. Par là, en suivant la voie. Il ne doit plus y avoir de route. Où elle est très loin. Va pour le rail. Sind Sie Franzosen? Et comment que nous sommes Franzosen? Nous sommes travailleurs, je lui explique en plus, et en usine. Et notre usine est capoute, bombardée, brûlée. Alors, nous en cherchons une autre. Pas bombardée. Ça, il comprend. Sicher Hanovre? Sûrement Hanovre. Nous n'allions pas vite, mais quand même, de traverse en traverse, peut-être déjà 2 kilomètres. Il ne faisait pas jour, pas encore, mais une certaine lueur, rose, aux nuages, presque une clarté. On pouvait voir cette campagne, les fermes, et pas un être, homme, animal. Notre chocolat était fini. De traverse en traverse, à peut-être encore 500 mètres, quelqu'un d'assis sur le rail. Et encore un autre, un peu plus loin. Nous nous approchons, je fais « Hi, hi !» Je touche l'épaule, là, j'appuie, oh, pas fort, toc. Ce quelqu'un bascule, à la renverse, jambes en l'air, vloc, au caillou. Je vais à l'autre, je le touche à peine, bascule aussi. Je vais voir leur tête, un homme, une femme. Dans les 40-45 ans, ils sont morts depuis au moins 6 heures. J'ai eu l'habitude des constats, je vous ai dit. Faudrait que je regarde les corps. Ils ont dû être transpercés, là, tels quels, assis. Dans l'air, d'un avion ou d'une patrouille, de qui, de quel côté? Oh, que ça ne nous regarde pas, allons, allons. Voici des murs éboulés, décombres d'usines, il semble. Oh, mais quelqu'un a parlé, là, plusieurs même. Je ne vois rien, ils sont cachés derrière un mur. Une discussion en quelle langue? Allemand? Oui, et français. C'est mieux d'écouter avant de nous faire voir. Ils parlent d'Hanovre, traverser Hanovre, d'une gare tout près à l'autre gare, loin. Nous ne devons pas connaître ces gens, ce sont des travailleurs d'ailleurs, pas de Dresde, ni d'Olme, de Pologne, je crois. Ils n'étaient pas à Odort, sûr, alors ça va. Ils s'aperçoivent pas que nous sommes là, en somme avec eux. Ils veulent aller à Hambourg, tant mieux. Nous aussi. D'après ce qu'ils bafouillent, il y a encore des trains, un trafic d'Hanovre, l'autre gare à Hambourg. Ça va, mais pas de train régulier, hein, je crois aussi. L'ardu, c'est de traverser Hanovre, ils savent tout. Les faubourgs, la ville, tout a brûlé, ils disent. Ce sera plus simple, en avant donc. Je crois à peu près une 50aine qui se mettent en route, mère, enfants, vieillards. Nous sommes avec eux, le rassemblement, pas des gens tristes, je dirais même rieurs. Bien, nous allons. Nous ne nous sommes pas fait remarquer, moi, Lily, le greffe. Nous faisons partie, ça va. Il ne déconnaît pas. En avançant, je vois, il ne reste pas beaucoup de maisons debout. Plus, moins qu'à Berlin. Pareil, je dirais, mais plus chaud, plus en flammes, et des flammes en tourbillon, comme plus haut, plus hautes, plus dansantes, vertes, roses, entre les murs. J'avais jamais encore vu des telles flammes. Il devait se servir maintenant d'autres saloperies incendiaires. Le drôle, c'était que sur chaque maison écroulée, chaque butte de décombres, les flammes vertes roses dansaient en rond, et encore en rond, vers le ciel. Il faut dire que ces rues en décombres, verts, roses, rouges, flamboyantes, faisaient autrement plus gaies, en vrai fait, qu'en leur état ordinaire, briques revêches mornes, ce qu'elles arrivent jamais à être gaies, si ce n'est pas le chaos, soulèvement, tremblement de la terre, une conflagration que l'Apocalypse en sort. Là, ça devait être.
Les forteresses étaient passées, paraît-il, et pas qu'une fois, 2, 3, jusqu'à la destruction totale. Elles avaient mis plus d'1 mois, par centaines, à passer au-dessus, nuit et jour, à larguer des tonnes et des tonnes. Il y avait maintenant plus rien debout, plus que des pans de murs et des bûchers, j'ai dit. Chaque ex-immeuble avait encore la suie, des flammes et aussi des petites explosions. Vous ai assez parlé d'odeur, toujours à peu près odeur Berlin, Odort ou ici. Poutres rousti, viande grillée. Là, toute notre clique, nous allions bras dessus, bras dessous, au milieu de la rue, enfin, semblant de rue, donc vers cette gare. Ils avaient l'air de savoir où. Le jour se levait, c'était une veine qu'il n'y ait plus rien en fait d'immeuble. Je vais dire à détruire. Les tourbillons de flammes faisaient comme des fantômes rose-violet au-dessus de chaque maison, des milliers de maisons. Le jour venait, je vous ai dit, plus une maison habitable. Que si, mais si, là, non, des gens debout, fixes contre les murs, là. On voit bien maintenant un homme. On s'arrête, on s'approche, on touche. C'est un soldat. Et un autre. Et une ribambelle, adossée, telle quelle, fixe, mort là, raide, soufflé. On a déjà vu à Berlin, en somme, en momie sur le cou. Ils ont leurs grenades après eux, au ceinturon, par là qu'ils sont encore dangereux. Si elles sont amorcées, rang, leurs grenades qu'ils s'affaissent dessus, Vorsicht, attention. On retire nos mains, l'autre côté de la rue, d'autres pans de mur, il y a encore. D'autres soldats figés, sûrs. Ils n'ont pas eu le temps de faire « ouf !» surpris là, le coup de souffle d'une mine. Je vous ai oublié un détail maintenant que je vois bien, tous camouflés caméléons, raides. Nous, c'est de passer, pas approcher. Mais cette gare, je voudrais qu'on y voie. Hé, nous y sommes, la gare, elle est pas restée là, raide, elle est partie. Un chapelet de mine, envolé toute la gare, pas de décombres, plus que des plateformes, 3, 4. Ça doit être une gare importante, à Nord-Sud. Comment on va continuer, nous? Ça roule, ça va, mais vraiment moins vite. Les yeux fixés en l'air. Je peux pas regarder le paysage. Je me rendrai compte. Oh, ça ralentit. Et même ça freine. Ce serait Hambourg. Oui, 2, 3 secousses, ça y est, arrêt. L'œdème, tant pis. Je me lève une paupière, un doigt. Ça va, je vois, et l'autre œil. Oh, enfante, en meurtrière, si j'ose dire. Suffit, maintenant m'asseoir. Hop, l'effort. Par exemple, comme ivre. Tout de même, n'est-ce pas un progrès? Je m'occupe plus des nuages, ni de ma locomotive là-haut, la folle. Mon seul souci, ce qu'on va devenir. Et ce mal à la tête, et cette envie de rire. Le rire, je sais, c'est la brique. L'autre là, qui fabrique des briques, je le ferai passer en haut de cour. Allons, allons. Plus tard. Que je regarde tout de même, me rendre compte. Oui, il y a à voir, loin, pardi, c'est un port, et même un bassin. Un immense, avec plein de bateaux, mais ces bateaux tous cul en l'air, et les sorties, les nez donc piqués dans la vase. Je suis pas sous, mais c'est drôle, bouffon. Au moins 10 navires, et des sérieux, des de 15 000 tonnes au moins, sûrement aussi des petits bateaux, ceux-là, je les voyais pas, les gros, j'étais sûr, facile à comprendre. Nous avions vu finir Berlin, Holm, Rostock, mais Hambourg, c'était fini. Pas que la ville, les docks et la population, les grues à propos, Nib, il devait avoir tout basculé. Je connaissais un peu la marine, plus que la technique ferroviaire. J'ai même fait naufrage devant Gibraltar, vous dire. Là, je voyais, tout à travers le bassin, l'étendue d'eau, au moins 12 navires hors d'eau, comme ça, les hélices en l'air. La ville devait être mignonne. Je demande à Lévi. Où sommes-nous? Quelle gare? Une nouvelle, rien n'est écrit, pas de pancarte. Bien sûr. Tas de décombres et morceaux de boutiques, et plein de pavés par monticules en sorte de butte. Tramwayant dessus, les uns dans les autres, debout et de travers, à califourchon. Plus rien à reconnaître. Surtout en plus des fumées, je vous ai dit, si épaisses, crasseuses, noires et jaunes. Oh, j'ai l'air de me répéter, mais n'est-ce pas, il faut. Je veux vous donner l'idée exacte, pas rencontrer un seul vivant. Je dois dire. Ils sont partis où? Aussi. Sous des tas de pavés. Pourtant, c'était du monde, Hambourg.
disparus tous. À le reste, moi, c'était le lait condensé. On a un but. Je voyais pas très bien une boutique ouverte, épicier ou pharmacien. Ralliez-vous à mes bâtons blancs, chiard baveux, que je dis. Je me force à me lever, qu'on va les prospecter, ces ruines du diable, si on trouve pas une boule. Je veux dire, en pain de troupe, au but piégé, bitume, explosion, on en a vu d'autres. Ah, un môme reste en arrêt, et regarde quoi. J'y vais. Felipe aussi, et Lily. Qu'est-ce qui l'interloque, dans le bitume comme ça? Un pied tout noir. Seulement un pied. Pas de jambes, ni de corps. Le corps a dû brûler. Arras m'avait dit, ils arrosent tout au phosphore. Il ne reste rien, évidemment. Ah, tous les mômes s'agglomèrent autour de quelque chose. C'est plus un pied, ce sont des corps entiers dans la glu. Du bitume a fait glu dessus et autour. Gras enduit noir. Ah oui. Un homme, une femme et un enfant. L'enfant au milieu. Ils se tiennent encore par la main. Et un petit chien à côté. C'est un enseignement. Des gens qui devaient se sauver. Le phosphore a mis le feu au bitume. Ils ont été pris en famille, recouverts, étouffés en bloc. Il doit y en avoir d'autres pareils pris par le bitume. Plus tard, on m'a dit, des mille et des mille. Nous, on n'était pas là pour rire, le lait qui nous intéressait, une boule de pain, en somme, une boutique. Je crois à réfléchir que ces décombres étaient dangereux, cadavres à part. Ça explosait un peu partout. Les feux étaient pas très éteints et je voyais le bitume, plus on avançait, plus il était mou, vachement à se méfier, comme les sables mouvants, vous savez, la baie du Mont-Saint-Michel. Là ici, l'odeur du brûlé, pas tellement des corps, il faisait trop froid. Au printemps, ça cocoterait, il y avait de quoi rire, mais d'abord chercher à manger, le ravitaillement. On m'excusera, ce mot me dit beaucoup, avec, n'est-ce pas, la brique, ma tête, j'ai droit à quelques souvenirs, ils me viennent comme cheveux sur la soupe. Oh, tant pis, patata. Verdun, je veux te dire, octobre 14, le ravitaillement du 12e. J'en étais avec mon fourgon. Le régiment dans la Veuvre. Je vois encore ce pont-levis de Verdun, debout, sur les étriers. J'envoyais le mot de passe. Le pont-levis grinçait, s'abaissait, la garde. Les 12 hommes sortaient vérifier. Les fourgons, un par un. L'armée alors était sérieuse, la preuve, elle a gagné sa guerre. Nous entrions donc dans Verdun. Au pas, chercher nos boules et sacs de singes. On ne savait pas encore le reste, tout le reste. Si on savait ce qui vous attend, on bougerait plus. On ne demanderait ni pont-levis ni porte. Pas savoir est la force de l'homme et des animaux. Le tunnel que nous avions pris, si rikiki au début, était devenu une géante grotte. Et surtout, on y voyait presque. Le jour venait d'en haut, de tout en haut, du trou du cratère. Le fait, je vous répète, d'une géante nef en pleine glaise, pleine. Pas tant que ça, parfois, je crois, assez mince. Comment ça s'était produit? Cloche ou coquille? Par une tempête dans le sous-sol, une levée de terre, explosion d'une soute à torpille. C'était arrivé ailleurs, il y avait peut-être d'autres buts semblables dans Hambourg même, des soufflets cloches. J'avais pas vu, je pouvais rien voir avec les fumées. Enfin, nous étions arrivés, je crois, tout à fait au-dessus de la crevasse, et sûr, ça sentait le cadavre. Bien plus que dehors. Je n'avais vu aucune bête morte, ni rat, ni chat, ni chien. Moi, n'est-ce pas, épidémiologiste, j'observe tout de suite, j'étais assez étonné. Dehors, on avait vu plein de corps roulés dans le bitume, enrobés, refroidis. Arras nous avait prévenus. Pas que des corps entiers, des membres, des pieds surtout. Hambourg avait été détruit au phosphore liquide. Ça avait fait le coup de Pompéi. Tout avait pris feu, les maisons, les rues, le macadam et les gens à courir partout, et même les mouettes sur les toits. La RAF regardait pas, toute la sauce, le plein air, les toits et les sous-sols. Moi, j'ai du mal à ne pas vous perdre. Là, il s'agit de savoir un peu pourquoi ça sent si fort le cadavre. J'appelle. Il est là, et tous nos membres avortons, tous. Je l'ai compris plus tard. Et Felipe, il est là, il nous a rejoints. Il regarde quelque chose, il faut avouer, une surprise, une épicerie, comme plaquée contre le fond, prise dans la paroi. Je dis, épicerie, vous me comprenez, Colonial Warn. Comment elle est là? Comment elle tient? Et l'écriteau, on ne peut pas se tromper, en splendide lettre d'or sur fond rouge, et pas une petite pancarte, un long large panneau, je me rends pas compte. Felipe regarde, il comprend, lui. C'était une épicerie, dottore. Vroom, englouti, vous comprenez? Felipe a raison, il a compris avant moi. Un petit tas de briques, 2 tas.
Sûr de l'immeuble, vous voyez un peu le cataclysme. Croyez pas que j'exagère. Là, dans cette grotte, je veux dire sous cette cloche de glaise, cadavre, j'avais vu que l'épicier. Mais ni de rats crevés, ni d'autres animaux. Tout de même, l'odeur était plus forte que d'un cadavre, j'ai l'habitude. Il y en avait d'autres, mais les mômes, pisseux baveux, je les voyais plus. Je demandais à Lily. Philippe, lui, savait. Ils étaient entrés dans une autre fissure, tous. Encore dans la glaise. Ah, je le revois, là, le cadavre. Je dirais un mort de 5 à 6 jours. Il fait froid, il n'a pas beaucoup fermenté, tout de même, il sent. Je m'approche. C'est un commerçant à sa caisse, assis, la tête, le buste croulé en avant. Un pharmacien, un épicier. Je dis à sa caisse. La caisse, c'est sûr, le tiroir ouvert, bourré de marques papier. Et une boîte, ouverte aussi, pleine de tickets de ravitaillement. Voyez, je précise. Mais ce qui m'intéresse, de quoi il est mort? Oh, d'un éclat. Les boyaux lui sortent par une plaie d'à peu près la hanche au nombril. Éventré en somme. Les intestins et tous les pipelons sur les genoux. Un éclat de mine. Philippe saisit plus vite que moi. Il me montre, là-haut, de tout au sommet, la brèche que j'ai appelée le cratère. Vroom, dottore! Qu'une torpille d'avion a percuté juste, est entrée là, et vroom, comme il dit, ouvert la boutique, les boutiques, et le pharmacien ou l'épicier, je ne savais pas. En tout cas, une caisse pleine de marques et de tickets de ravitaillement. Mort là, il pue. Les mômes se sont pas arrêtés, ils s'intéressent pas au macabre, ils s'intéressent qu'aux fissures. Où peuvent-ils fouiner en ce moment? Je vois qu'ils me demandent de les aider. Ils ont essayé. Ils veulent qu'elle cède. Où va cette porte? C'est un décor, un fond de boutique. Je vois maintenant au-dessus de ce battant et le long de la paroi, la cloison de glaise, plein d'étagères. Et pas rien dessus, surchargé, très haut, presque jusqu'en haut, boules, saucissons et boîtes de lait. Je vous dis très haut, je vous répète, cette hauteur 3 à 4 fois Notre-Dame. Vous me direz que j'exagère. Il y a eu des témoins, je crois. Juste ce qu'il nous fallait, des laits condensés à gogo, et ces mômes. Ils étaient de l'autre côté de la Lourde. Pourquoi? Ils s'étaient fait enfermer. Ils étaient tous pris dans la glaise, dans un alvéole, et avec Bébert. On l'entendait miauler, Bébert. Sûrement, lui, pourrait échapper. Ça devient rien du tout un chat quand ça décide qu'il doit être mince, encore plus mince. Nos mômes, sûrement, pouvaient tenir à 12 ou 15 dans n'importe quel trou. Je les avais pas comptés, en plus, je vous ai dit, baveux, visqueux et recroquevillés. Ils passaient par n'importe quel trou, des fentes, vous vous demandiez comment. Et j'ai été accoucheur, je peux dire passionné par les difficultés de passage, vision au détroit, ces instants si rares où la nature se laisse observer en action, si subtile, comment elle hésite et se décide au moment de la vie, si j'ose dire. Tout notre théâtre et nos belles lettres sont au coït et autour, fastidieux ressassage. L'orgasme est peu intéressant, tout le battage des géants de plumes et de cinéma, les millions de publicités ont jamais pu mettre en valeur que 2, 3 petites secousses de croupion. Le sperme fait son travail bien trop en douce, bien trop intime, tout nous échappe. L'accouchement, voilà qui vaut la peine d'être vu. Épié, au milli, partout. Dieu sait si j'y ai perdu des heures, pour à peine 2, 3 remous de fesses. C'est leur frontière, on peut pas douter, c'est écrit partout. Grenze et Flensbourg, en petites pancartes, en grands écriteaux, et le drapeau danois, étendard plutôt, rouge à croix blanche. Ils vont nous refouler ou mettre en prison. C'est le moment de bien réfléchir. Lily, ma petite fille, il faut passer, n'importe comment. Il me vient une idée d'instinct, mon brassard. J'oubliais, je sursaute, dans ma poche, je me fouille. Je l'avais, bien gras poisseux, mais authentique. Défense passive de beson. Croix rouge, tampon, tout. Je me le passe au bras et je dis à Lily. Écoute, on n'a plus de papier, plus de passeport, plus rien. Plus que mon brassard. Bien, Louis, écoute encore. Il n'y a pas à écouter, il y avait à regarder, subi. Un grand mouvement de gens. Je vous disais, la gare de Flensbourg était bien au moins à 20 voix, soudain pleine de monde. Je me dis, ces gens-là vont quelque part.
Avachis, là, sur les sacs, je voyais pas bien où ils allaient. Je me mets debout, je me force. Ah, je comprends. Ils étaient bien une centaine agrippés à un wagon, je dis 100, peut-être 1000. Femmes, hommes, mômes, militaires, civils. Ils voulaient escalader, mais les portes bouclées, impossible. Pas qu'un wagon, 4, 5, tout un train. Oh, je vois ce que c'est, je saisis, c'est un train Croix-Rouge, plein de petits fanions, Croix-Rouge, et de ces panneaux. J'aurais pu voir si j'étais pas si abruti. Et autre chose, il est en couleur tout du long, tous les wagons, en bleu ciel et jaune. Tout ce train de bout en bout, bleu ciel et jaune. Encore un effort à comprendre. C'est le train de la Croix-Rouge suédoise. Il remonte en Suède par Flensbourg. Je vois, ce train suédois s'arrête pas. Il roule très doucement, mais il va, il passe. Il a plein de gens après autour en grappe, aux portières et sur les tampons. Je pense que c'est moche, voilà. En somme, je suis tout con. Lily est pas, preuve. J'ai pas le temps de faire ouf. Elle est sous le train, oui. Elle s'est jetée dessous. Et un de ses cris, elle qui crie jamais, elle est écrasée. Pas du tout. Elle qui se fait jamais remarquer. J'y vais à genoux, je rampe. Je passe sous l'attroupement, je rampe, j'appelle. Lily, Lily! Sûr, elle n'entend pas. Ils gueulent trop tous. Oh, j'ai repris mes esprits, en retard, mais ça y est, il faut. Lily, Lily! Ce train suédois s'est arrêté, il pouffe fort. Pfiou, pfiou. Ils ont dû tirer la sonnette d'alarme. Lily est peut-être... je saurai. Lily! Lily! Elle crie toujours là-dessous pareil, rampant, je l'aperçois. Elle a passé les 2 rails. Non, elle est sous le wagon, entre les rails, sur les cailloux. Ici! 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 C'est elle, Lily, Lily. Elle crie encore, tout de même. C'est pas un cri d'arrachement, tout de suite je sais. Je connais les cris. Elle se plaint, elle m'appelle. Je suis pas sûr. Il faut que je passe sous ce wagon moi aussi. Sur un rail d'abord. Je la vois. Elle est un peu contre l'autre roue. Elle me semble pas blessée. Certainement, elle est très souple, tout de même. C'est une prestidigitation de passer entre des roues en marche. Il allait très doucement ce train, je veux, mais tout de même, vous vous rendez compte? Tout l'attroupement, tous ces gueulards sont comme moi à essayer de voir ce qui se passe sous le wagon et si Lily est en morceaux. Au moins, à force de crier, ils ont stoppé le train. Et clac, clac, une porte s'ouvre. Du wagon, là, enfin. Un officiel à lunettes paraît à la porte. Il doit vouloir se rendre compte. Ouh, s'il se fait conspuer, si ça roule, beugle. Ils l'ont pourtant assez demandé. Oh, lui s'émeut pas, il nous regarde, même pas surpris. Je crois que c'est un officier suédois ou un chef de train. En tout cas, c'est un Croix-Rouge. Il porte le même brassard que moi, mais lui, le sien est très très propre. Je me mets à genoux, plus à 4 pattes, et j'arrive là à cette porte pas loin, 2, 3 mètres. Vous dire si j'ai repris du cran et à propos. Je sens que c'est le moment ou jamais. Je m'occuperai d'émotions plus tard. La preuve tenait 30 ans après. Je me dis là, devant ce galonné Croix-Rouge. Devant, non, dessous. Je suis au caillou, à 4 pattes, au marchepied. Lui est en haut, il domine notre horde d'hurleurs. Moi, j'hurle pas, je parle fort, mais pas trop. Distinctement, qu'il m'entende bien, et en français, et en anglais. Qui nous sommes, qu'ils sachent, qu'ils comprennent que je suis médecin français de la Croix-Rouge. Ma femme, infirmière, là, sous le train. C'est elle qui crie. Vous l'entendez? Avec, nous avons 16 enfants, suédois tous, qui viennent de Breslau. Ils n'ont plus de parents. Tous les parents sont morts, brûlés, bombardements, surtout au phosphore. Ces enfants parlent pas du tout. Ni une langue, ni l'autre, savent pas parler, trop secoués, et plus de parents. Ils ont été brûlés aussi, beaucoup sont morts. Nous avons les 16 qui ont survécu. De l'avoir interpellé comme ça en français et puis en anglais l'a fait me regarder. Il me répond aussi en 2 langues. Il croit que c'est un genre que j'ai pris. Les autres, les hurleurs d'entendre comme ça anglais-français, ils se taisent, ils s'essayent de comprendre. « Qu'est-ce que vous faisiez en Allemagne? » J'étais prisonnier, médecin dans un camp. Ces enfants sont tous suédois. Je pense bien, j'avais leurs papiers et les nôtres, ceux de nous deux, ma femme, moi, mais n'est-ce pas, dans la gare d'Hambourg, tout a brûlé, vêtements, nuisettes, portefeuilles. Nous n'avons plus rien. Mais au fait, lui, qu'est-ce qu'il est? Il m'a pas dit. Convoyeur gradé, capitaine? Voilà, il me répond, médecin de la Croix-Rouge, moi aussi, passif, de besoin. Mon brassard le prouve, il peut regarder, il regarde. Brassard noir, crasseux mais authentique, tampon, tout. Ce qui l'intéresse en plus. Où j'ai appris si bien l'anglais.
London Hospital Mile Road et à l'SDN Genève et aussi en Amérique à la Fondation Rockefeller. Voici qui nous rapproche. Où sont les enfants? Ils sont là, dans la cohue, dans les jambes. On ne peut pas les voir, mais sûr, ma femme les fera apparaître si elle les appelle. Ils peuvent pas parler, mais à elle, ils obéissent, enfin, un peu. Mais Lily, elle, je regarde sous le wagon, elle est de l'autre côté de la voie, elle est pas blessée. Bébert! Bébert! Il s'est sauvé, et tous les attroupés autour rampant sous le train l'appelant aussi. Bébert! Bébert! Il s'amuse. Le foutu greffe avait profité de l'occasion. Ça faisait bien 8 jours qu'il n'avait pas pris d'exercice. On n'avait pas pu le sortir depuis avant le canal. Lui qui était bagoteur comme pas, naturaliste, je dirais, renifleur, appréciateur d'herbes et plantes, lui pourtant qui était le greffe de ville et même d'un grand magasin du rayon des chats, une fois parti dans les talus, salut pour le rattraper, sauf Lily, personne autre. Cet officiel de la Croix-Rouge n'était pas si strict, je voyais, je crois même assez compréhensif, surtout parce que je parlais anglais. Combien d'enfants avez-vous là? L'officier suédois les compte. Ils sont pas 17, mais 18. Au vrai, je les avais jamais comptés. Il va les inscrire. Il a un registre. Ils n'ont pas de nom, filles, garçons. We have never known. Nous n'avons jamais su. Très vrai, le principal qu'il les laisse monter. Il ouvre la porte d'un wagon, bien fermé, à clé, et puis un énorme cadenas, cligne du lac. Les gens recommencent à s'attrouper, les mômes grimpent pas, peuvent pas, nous les hissons. Des infirmières viennent, nous les prennent un par un, les emmènent très gentiment, elles leur parlent, essayent, eux bavent et rient. Nous les voyons, la dernière fois que nous les voyons. Mais nous, Lily, moi, nous devons aller tout de suite en queue, exactement à la cuisine. Notre officier Croix-Rouge nous mène par 1, 2 couloirs. Une grosse dame nous reçoit, très aimable, pleine de sourires. Elle est chez elle. Elle nous offre tout, de ses sandwichs, poissons, boudins et tranches de viande. 3 grandes tables couvertes de plats froids et plats chauds. Et salades et friandises, ah si, y en a. Et des bouillies tous les genres, au tapioca, macaroni, maïs, porridge, une féerie de boustifs. Sûrement que cette folle boustif vient pas d'Allemagne. Ils ont amené tout ça de chez eux. Ils doivent pas souffrir là-haut, en tout cas, pas de faim. La grosse cuisinière nous fait signe de nous servir, d'y aller hardi, de pas nous gêner, et hop, largement. Elle parle pas français ni anglais, mais elle est si aimable avenante qu'on a honte d'être là devant toutes ces richesses comme frappé, stupide. Ah, Bébert, heureusement nous sauve. Il sort la tête de sa musette et sa moustache. Lui veut bien quelque chose et tout de suite, heureusement. Ça va, ils se comprennent, succès. Elle connaît les greffes, elle lui propose au creux de sa main une forte boulette de viande hachée. Lui, hésite pas, miam, miam. Lui, il a de l'appétit. Moi, j'ai pas encore. Je regarde. Lily regarde aussi. La fatigue, voilà. On a été trop fatigués pour manger comme ça, à but en blanc. Oh, ça va revenir, mais d'abord souffler. Notre si aimable cuisinière veut bien, elle comprend. D'abord nous reposer, à notre aise, repos, repos. Elle a là 3 chaises contre la paroi. Restons pas debout. Elle nous fait asseoir. Je demande à Lily. Tu n'as pas mal, nulle part? Tu n'as pas sommeil? Tu n'as pas faim? Non, Louis, non, rien. Et toi? Oh, moi, rien du tout. Mais je vous perds. Nous en étions dans notre coin, n'est-ce pas, sur nos 2 chaises. Ce wagon cuisine allait. Ah, notre Croix-Rouge. Il vient vers nous du couloir. Il me fait signe de pas bouger. Il passe entre les 2 tables. Il nous demande. Vous n'avez pas mangé du tout. Plus tard. Ce que je voudrais savoir précis, c'est où ce train nous mène. Enfin, où nous devons descendre. Mais où vous voudrez? Je sais bien où je veux aller, à Copenhague. Certainement. En Suède, impossible, je me doutais, mais Copenhague, très bien. Copenhague, à peu près encore 3 heures. Oh, parfait, je suis tout d'accord. J'ai des amis à Copenhague qui nous attendent. J'ai même leurs adresses. Je les lui montre. Stegersallé, Vendenstranden, et puis Landsman Mark, et puis Landsman Bank, ma banque. Lui, pourtant, j'ai pu me rendre compte, pas démonstratif, je dirais même très impassible, me fait « Oh, comme de peur de ces 2 adresses et de cette banque. » Et il se lance à nous avertir « Beware, méfiez-vous, très anti-allemand Copenhague et tout le Danemark, pire que la Suède. Pas dire vous venez des nazis, jamais, rien à personne.
Vous sortez du chaos, c'est tout. Dans le train à Flensburg, le chaos. Hambourg, chaos. Bombe. Les enfants suédois avec vous. Chaos. Trouvé, perdu. Vous me comprenez? Certainly, certainly. Je vois que Lily est pas si confiante. Elle doute que nous soyons bien reçus. Même moi, ça paie très convenable et elle, sa doublure astrakhan. Je pêche par optimisme. Pas tellement aller que ma boussole, et d'un me rassure. Exact, nous avons changé de direction, à angle droit, est. Est donc, Copenhague. C'est bien encore au moins 300 bornes. Je crois bien. Les 2 bras de mer à passer, le petit belt. Au petit belt, un pont. Grand belt, un ferry. Enfin, ce train roule, sans plaie ni bosse. Je vous dirai, comme avant 39. Au petit belt, je regarderai. On courra plus de risques, je crois. Je divague, je vais vous perdre, mais c'est l'instinct que je ne sais pas si je finirai jamais ce livre. Très beau, chronique des faits et gestes, qui ont eu de l'importance il y a 20 ans, 30 ans. Mais les faits d'aujourd'hui alors? Tous les gens de ma classe sont partis, sauf quelques déchets qui savent plus, ergotent, gratouillent, débloquent d'une gazette cafouillette à l'autre. D'un prix cognac à Gargarin, Deichmann relapse, ça s'écoute marrant. On n'a qu'une vie, c'est pas beaucoup. Surtout moi, mon cas, que je sens les parcs me gratter le fil, et comme s'amuser. Oui, joujou. N'empêche, vous m'attendez et qu'au lieu de chroniquer en ordre, je sais plus où je m'en suis. Ah si, nous en étions au café, et j'allais me risquer, me lever, regarder cette campagne, voici. Un petit coup d'œil, la même plaine, quelques labours, pas d'incendie, ni de décombres. Certes, ça peut venir, mais ils n'ont pas encore souffert. Le ballast non plus, ni les voies. Ce train roule, un charme, comme ça, à Copenhague, dans 1 heure à peu près. L'officier Croix-Rouge sûrement reviendra pas nous voir. Je pressens. La faveur qu'il nous a fait pourrait bien lui coûter cher, nous embarquer, nous et nos mondes. Il va falloir qu'il s'explique, ça doit être des belles peaux de vache, ses supérieurs là-haut en Suède. Neutre, c'est tout dire. Enfin, nous avons profité, notre Croix-Rouge, le nôtre, fut batte. Il y a toujours une petite chance, très fluette, aux pires calamités. Sur le banc, là, je vous ai dit, absolument personne, autour ni au loin. Lily sait bien ce que je veux regarder. Elle pose notre musette sur le banc. Bébert sort, s'étire. Je le connais, il se sauvera pas. Il restera là, tout près, dans l'herbe. C'est moi qui sais ce qu'il faut regarder, notre trésor dans le double fond, depuis Paris. Bien des fois, j'ai voulu voir, à Sigmaringen, il se doutait. Là, ça y est, le double fond, je dégrafe, je vois, il y a tout. On n'a rien perdu. Nos 2 passeports, notre livret de mariage et un pistolet Mauser de dame, notre flacon de cyanure. Le reste était à la banque, enfin, devait y être, j'ai dit en veille, Landsman Bank, Peter Bankveil, la banque, ça viendra, quand on sera un peu reposé. L'urgence d'abord, que je ragrafe ce double fond, que Weber s'y retrouve. Il comprend tout de suite, il saute, s'installe et ronron. C'est pas un greffe n'importe quoi, il comprend nos conditions. Je suis sûr qu'il en sait plus qu'il dit, et même sur ce qui va se passer. Le silence animal, c'est quelqu'un. Je demande à Lily, y a tout, tu crois? Elle n'est pas bien sûre. Allons, tant pis, on reviendra. On y regardera un autre jour. Cette allée est vraiment tranquille, mais tiens, Lily voit mieux que moi, c'est rien. Là-bas, dans les herbes, un oiseau. Mais pas un oiseau habituel. Un oiseau, je dirais, de collection, de jardin des plantes. Un oiseau grosseur d'un canard, mais mi-rose, mi-noir. Et bourriffé. Je dirais les plumes en bataille. Je regarde plus loin. Un autre. Celui-là, je le connais. C'est moi qui l'ai vu le premier. Un ibis. Drôle de piaf ici. Et une aigrette, celle-là sûrement pas du Danemark. Un paon maintenant. Ils viennent exprès. Et un oiseau lyre. C'est à manger qu'il voudrait. L'endroit est pas bien nourrissant. Ruines, ronces, cailloux. Encore un autre. Cette fois un toucan. On les a presque à 3-4 mètres. Ils seraient familiers si on avait à leur donner, mais vraiment on n'a rien. Là, je dis à Lily, ferme bien le sac, qu'ils sortent pas la tête. Je pense à Bébert, comme ça, entouré d'oiseaux. S'il venait quelqu'un, il se demanderait ce qu'on leur fait. Si des fois nous ne sommes pas charmeurs d'oiseaux. Allons-nous-en. Je crois que pour nous, tout est dangereux. Ces oiseaux, je suis sûr, sont en rupture de volière. Ils doivent venir comme nous d'en bas. De zoos en Allemagne, bombardés, en tout cas, mécanes, et un grand effort, et debout, et au tramway. Je vous ai dit au terminus, d'où nous sommes venus.
On va se retrouver.